ce soit un bon moment pour tout le monde. J'aimerais juste savoir parmi vous, est-ce que tout le monde est dans l'alimentaire, dans le... Non? Il y a des cosmétiques? Ok, parce que juste l'agence bio, nous on est très très alimentaire, c'est pour ça. Mais c'est pas grave, il y a des huiles essentielles bio qu'on finance qui sont dans les cosmétiques. Donc sinon, tout le monde alimentaire, c'est bon? Ouais, et tout le monde dans la transformation plutôt? Non? Un petit peu? Et plutôt des entreprises qui sont installées ou des startups, innovation? Qui est dans l'innovation? Dans les startups? Non? Donc entreprise installée? Ok. Bon, bah super. Bon, alors du coup, nous, on est agence bio. Et pour la petite heure qu'on a ensemble, l'objectif c'est d'y voir plus clair, d'avoir quelques éléments clés pour votre culture générale sur le bio. 2, d'être dans le thème de la conférence qui est pourquoi est-ce que demain sera plus bio, qui, je vous l'avoue, a été choisi il y a plus de 6 mois. Donc, l'agence bio, nous, qui on est? Rappel rapide, on est un groupement d'intérêt public, donc notre mission, elle est d'intérêt général. Notre but, c'est quoi? C'est toute proportion gardée, on a des petits moyens, mais on est l'INSEE du bio, c'est-à-dire qu'on compile les chiffres pour justement voir où en est l'évolution du marché. Notre deuxième mission, c'est de faire en sorte de faire se parler les acteurs du bio. C'est-à-dire que vous allez voir sur le salon, là, il y a des gens qui sont des historiques du bio, et puis vous en avez d'autres qui sont venus au bio très récemment, qui n'étaient pas là à Natexpo il y a 2 ans. Donc on est là aussi pour faire se parler des puristes du bio, et puis d'autres plus généralistes qui intègrent du bio dans leur business. Et notre troisième mission, elle est celle de communiquer. Communiquer bien sûr, parce que le bio en alimentaire, toujours, c'est plutôt plus cher. Et il faut que le citoyen français, pour faire des choix alimentaires éclairés, il sache ce qu'il y a derrière ce surcoût. Comment ça se produit? Quels sont les bienfaits? Alors, jusqu'ici, on parlait essentiellement des produits chimiques de synthèse, mais le bio, c'est pas que ça. C'est aussi un respect des cycles naturels, c'est pas de recours aux antibiotiques, c'est un respect du bien-être animal. Autant de thématiques qui, jusqu'ici, n'étaient pas forcément traitées. Parce qu'on parlait beaucoup de chimie. Et donc, notre 4e mission est également, et ça pour les entrepreneurs parmi vous, ça peut être intéressant de le savoir, c'est qu'on a une enveloppe de 13 millions à distribuer, ça s'appelle le fonds Avenir Bio, et l'objectif, c'est... Oui, bah non, ah si alors et l'objectif de ce fonds Avenir Bio, qu'est-ce que c'est? Vous avez des représentants d'ailleurs de l'équipe ici, c'est de miser de l'argent public sur les projets les plus structurants et les plus prometteurs du bio. Et c'est-à-dire que on n'y va pas tout seul, on va financer des PME, des coopératives, c'est des projets collectifs qui viennent nous voir et qui nous disent moi j'ai besoin d'argent pour construire une biscuiterie bio, construire une huilerie bio, et nous on dit oui d'accord, et on fédère autour de nous. En général, pour 1 euro qu'on met, il y a 4 à 5 euros d'argent public et privé. Donc voilà ce qui on est, l'agence bio. On est en gros le bras armé de l'État pour la politique, pour développer le bio. Le titre de cette conférence, c'est pourquoi est-ce que demain sera plus bio? Alors, je laisse de côté les points d'actualité sur le lait, les œufs ponctuellement, et je vais juste reprendre quelques fondamentaux qu'il faut que vous ayez en tête pour cette prophétie qui se veut aussi un peu autoréalisatrice. Déjà, on fait chaque année à l'agence bio un baromètre de la consommation. Donc on va demander à 2100 Français, et vous alors, le bio, qu'est-ce que vous en pensez? On leur pose plein de questions. Et qu'est-ce qu'ils nous répondent? Chaque année, ils nous disent moi je mange bio pour ma santé, à 61%. Cette année, avec le Covid pourtant, on a zoomé sur les 18-24 ans. Et les 18-24 ans, qu'est-ce qu'ils nous disent? Moi je mange bio pour le climat. Moi je mange bio parce que j'estime que c'est un levier pour lutter contre le dérèglement climatique. Et donc, a priori, et au vu des événements climatiques de ces derniers mois, notamment de cet été, on pense que c'est une bonne clientèle captive qui va rester. Donc ça veut dire que dans la clientèle, on n'a pas une clientèle vieillissante et qui sera décroissante. Non, on recrute chaque année dans le bio des jeunes qui mangent bio par conviction environnementale. Donc ça, c'est un premier point. Ce qui fait que les fondamentaux sont sains pour la marge bio. Le deuxième point, c'est que dans les nouveaux venus au bio, dans les nouveaux consommateurs, alors qu'on était en pleine crise sanitaire, on a des catégories avec moins de pouvoir d'achat qui y sont venus. Et parmi ces catégories-là, il y a les gens qui sont moins payés, les ouvriers, les employés, les jeunes, qui sont parfois pas payés, et les femmes. Et donc, ces catégories-là, elles prouvent que le bio
est sorti de son marché élitiste. Jusqu'ici, moi, je sais que j'ai accompagné pendant 10 ans des PME d'agroalimentaire sur le terrain qui me disaient non, mais ça va passer, le bio, c'est un truc de riche, c'est un truc de bobo. A priori, non, puisque même quand on n'a pas beaucoup de pouvoir d'achat, qu'on est ouvrier, tourneur, à nos gens le retrouvent, on a envie de mettre plus de bio dans son assiette, pour plein de raisons. On a parlé d'environnemental, on a parlé là de santé, mais il y a aussi toute une éthique qui va autour du bio. Le bio, ce n'est que ce qu'il y a dans le cahier des charges, c'est pas plus, pas moins, mais en revanche, c'est souvent, il y a tout un faisceau d'usages, de mœurs, il y a une certaine manière de faire les choses dans le bio. Alors, il n'y a pas de volet commerce équitable dans le cahier des charges, il n'y a pas de volet social, mais on sait qu'en général, les entreprises historiques du bio ont tendance à vraiment rajouter des clauses de commerce équitable ou des façons de faire sur l'équitable, par exemple. Elles ont tendance à se sourcer localement pour pouvoir avoir des filières à proximité. Donc on sait globalement que le cahier des charges est souvent l'arbre qui cache la forêt de toutes sortes d'engagements qui résonnent en ce moment dans les attentes sociétales des Français. Donc voilà ce qui nous amène à penser qu'il y a quand même un vent dans les voiles pour le bio, d'une manière générale. Ensuite, il y a le fait que le bio, jusqu'ici, il était associé à des produits qui n'étaient pas forcément en lien avec les attentes sociétales de praticité. Par exemple, quand on est en bio, on a tendance à pas vouloir beaucoup de produits transformés, ou pas, on préfère le vrac, ou pas beaucoup d'emballés. Or, là, dans la croissance qu'on a enregistrée les 2 dernières années, on a vu qu'il y a des produits qui étaient des produits du quotidien de gens qui jusqu'ici mangeaient très conventionnel, très alimentation industrielle. On a vu que le surgelé bio, par exemple, ça a été, ça peut paraître contre-intuitif, mais les produits transformés ou les produits même bruts surgelés bio ont eu une énorme croissance ces 2 dernières années. Bon, après, il y a eu le confinement, on s'est tous retrouvés séquestrés à domicile à faire à manger 3 fois par jour, mais donc du coup, il y a cet enjeu-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi le fait que on a, d'une manière générale, tendance, si on regarde les dernières années, on a une décroissance. En fait, les Français achètent moins en volume, mais plus en valeur. C'est-à-dire qu'il y a eu un phénomène de décroissance, mais ce que les Français ont dépensé en moins, ils l'ont réinvesti dans dans des produits de plus grande qualité. Donc tout ça, c'est bénéfique pour le bio. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a un vent favorable dans les voiles. Sauf que là, si on regarde les 15 derniers jours et le bruit de fond qu'il y a eu dans les médias autour du bio, il y a eu 2 choses qui ont peut-être retenu votre attention, qui a été, de dire qu'il y avait une surproduction, je précise donc temporaire, de lait bio en France, et il y a eu effectivement une inquiétude sur les œufs bio. Alors déjà, je voudrais reproportionner ce que représente le lait et les œufs, c'est 8% du marché en bio. Il y a aussi un bruit de fond qui dit oui, mais il y a des carottes bio qui ne trouvent pas preneur, il y a des pommes de terre ou des pommes tout court qui peuvent être déclassées. Certes. Alors déjà, il y a plusieurs choses pour lire les crises du bio qu'il faut garder en tête, déjà. Parce qu'il ne faut pas laisser les oiseaux de mauvais augure dire c'est la fin du bio, ou c'est un palier, ou c'est le plafond de verre du bio. Absolument pas. Ce n'est qu'un point sur une trajectoire de croissance. Pourquoi? En bio, déjà, on ne pense pas à l'échelle de l'année. La bonne échelle de temps, la bonne temporalité dans le bio, c'est pluriannuel. Pourquoi? Parce que quand on est bio, en fait, on met déjà 3 ans à se convertir. Donc on va pas négocier chaque année son prix dans un box. C'est pas dans l'ADN du bio. Alors évidemment, il y a des gens de la grande distribution là qui sont dans les allées, qui essayent de dupliquer ces mœurs de la GMS vers le bio. Mais un bio, en général, quand il vient au bio, il met 3 ans à se convertir. Je parle côté producteur. Et en général, il y reste. Parce que nous, agence bio, on a les chiffres en temps réel. Et je peux vous dire que les gens qui sortent du bio, c'est moins de 5% chaque année. Donc les déconversions, ça reste quand même dérisoire. Et dans ces déconversions, plus de la moitié, c'est des gens qui ou partent à la retraite ou arrêtent d'être agriculteurs, vendent leur exploitation. Donc en fait, il y a une espèce d'effet cliquet. Quand on devient bio, on n'en sort pas forcément, ou alors très peu. Et ça, c'est transposable côté client. Parce que quand vous commencez à intégrer de plus en plus de bio dans votre assiette, en fait, c'est là aussi un peu irréversible. Parce que ça veut dire que pour pouvoir intégrer du bio, qui est un peu plus cher, vous avez dû changer par ailleurs vos habitudes. Ça veut dire, que vous allez gaspiller moins.
Ça veut dire que ça change votre quotidien, ça change votre niveau d'implication. Par exemple, si vous êtes comme moi une grosse quiche en cuisine et que vous voulez mettre plus de bio dans votre menu sans exploser votre budget, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir apprendre à cuisiner. Vous allez reprendre les bases, vous allez devenir autodidacte de la cuisine. Pourquoi? Parce que du coup, les produits bruts, ça coûte quand même considérablement moins cher que les produits transformés. Et ça, le Covid a été plutôt favorable puisque tout le monde a dû se remettre derrière ses casseroles. Donc, vous allez aussi peut-être changer vos circuits de course. Vous allez vous dire, tiens, pour acheter du bio moins cher, je vais peut-être pas tout acheter au même endroit, je vais aller acheter à la ferme à côté de chez moi. Parce qu'il y a quelque chose aussi d'une donnée qui est souvent pas assez connue, et je la partage avec vous parce qu'elle est assez clé, elle en dit beaucoup sur l'ADN du bio, qui est que sur les 53 000 fermes bio que compte la France, il y a plus de la moitié qui vendent en direct. Donc ça fait un réseau de plus de 25 000 points de vente. Pour juste vous donner une idée, si vous regardez la grande distribution, c'est 18 000 points de vente en tout. Et si vous regardez la distribution spécialisée, si vous faites la somme de tous les Biocoop, les Naturalia, etc., c'est 4 000 points de vente. Vous imaginez, on a 25 000 fermes bio qui vendent en direct, et à côté de ça, on a 18 000 points de grande distribution qui vendent au moins un petit peu de bio, et puis vous avez 4 000 points de vente spécialisés qui ne vendent que du bio. Donc ça, c'est vraiment dans l'ADN du bio, du vendre en direct. Et ça fait partie des réflexes qu'on commence à acquérir quand on se dit tiens, je vais mettre plus de bio dans mon assiette et je veux baisser mes coûts, et je vais acheter à côté de chez moi, en direct, réduire les intermédiaires, réduire les marges. Et le truc, du coup, j'en profite pour faire une page de pub pour l'agence, qui est que on a sur l'agence, comme tous ceux qui se convertissent au bio sont obligés de se notifier auprès de nous, si vous allez sur notre site, en fait, vous avez l'annuaire des producteurs bio. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que pendant le confinement, on a eu une espèce d'explosion de consultations sur le site avec des gens qui disaient je suis confiné à Blois, où est-ce que je peux trouver des œufs dans un délai pour mon heure de sortie de confinement. Vous vous souvenez, l'autorisation de sortie de confinement. Bon, comment est-ce que je fais pour aller acheter des produits bio à côté de chez moi avec mon autorisation de confinement? Et donc, sur notre site, vous pouvez choisir le rayon. Et donc, vous pouvez voir où vous allez pouvoir acheter vos œufs ou votre viande, vous choisissez. Donc voilà, c'était la page de pub annuaire Agence Bio. Donc tout ça pour vous dire que, en gros, si vous mettez plus de bio dans l'assiette, qu'est-ce qui se passe? Vous changez vos habitudes. Et quand on change les habitudes, on met du temps à les changer. Donc c'est pas pour revenir en arrière. Donc ça veut dire aussi que c'est un effet cliquet. C'est qu'une fois que le bio commence à prendre sa place dans le garde-manger, dans le réfrigérateur des Français, il n'en ressort pas. Donc ça, c'est encore un point qui accrédite le fait que demain, oui, sera plus bio. La vague sociétale, elle est en marche et c'est pas que les premiers convertis au bio qui vous le disent. C'est globalement assez partagé. Qu'est-ce qui fait aussi que le monde de demain sera plus bio? En fait, jusqu'ici, le bio, c'était le fait d'opérateurs historiques. Ceux qui ont été les pionniers et on leur rend grâce d'ailleurs, parce que sans eux, il n'y aurait pas de bio. Mais ça a été les premiers qui ont fabriqué du bio, qui ont développé des réseaux spécialisés. Et ces gens-là, en fait, ils constituent le cœur du réacteur. C'est vraiment les convaincus, les historiques et les puristes. Mais maintenant, comme le bio, ça se sait que c'est en croissance, puisque, petit rappel des chiffres, le bio représente donc 13 milliards d'euros sur les 200 milliards d'achats alimentaires globaux. Donc c'est à peu près 6,5% des achats alimentaires. On peut se dire que ça y est, le bio a quand même une taille critique et donc il attire à lui des acteurs qui jusqu'ici se disaient « je vais pas forcément faire du bio, j'attends de voir ce que ça donne » et qui maintenant commencent à faire d'abord un petit produit bio, puis ensuite une gamme bio. Puis ensuite ils se disent « tiens, je vais carrément me développer une marque bio, comme ça je vais la mettre dans des réseaux spécialisés » parce que tout l'enjeu d'un industriel aussi, c'est de pouvoir rentabiliser son usine, son appareil de production. Et donc, il a tout intérêt à faire et sa marque qu'il vend en grande distribution et son autre marque bio qu'il va vendre dans les réseaux spécialisés. Donc, tout ça pour vous dire que le monde de demain sera plus bio. C'est pas que de la méthode Coué. Mais qu'effectivement, en ce moment, il y a un coup de froid, et vous verrez dans certains médias, il y en a qui sont un peu promptes à décréter la fin du bio. Que penser de ce bruit de fond? Déjà, je reviens sur l'horizon temps.
il ne faut pas penser à l'échelle de l'année. En bio, il faut penser à l'échelle de 3, 5, 10 ans. Et d'ailleurs, c'est pas anodin que, par exemple, Intermarché a signé pour 12 ans de partenariat avec des producteurs de porc bio. C'est bien la preuve que quand on est dans un marché de pénurie, ce qui était le cas du bio jusqu'à maintenant, eh bien, il faut sécuriser des accords au long cours. En fait, là, au moment où on se parle, en ce dimanche 24 octobre, on est à un moment un peu critique de la bio où, jusqu'ici, il y avait un boom de la demande. Les gens voulaient manger plus de bio et surtout de bio français. Puisque d'une manière générale, le réflexe, quand on prend un produit bio, c'est de le retourner, de se demander d'où il vient. Mais jusqu'ici, c'était confortable, c'était un marché de pénurie. Donc il fallait produire pour pouvoir servir la demande. Ce que les agriculteurs et les producteurs français et les transformateurs ont fait magistralement parce que malgré le boom de la demande, notre taux d'importation, il est toujours resté stable. En fait, ce qu'on mange en bio à 80% est français. Si on enlève bien sûr les produits exotiques, ce qu'on peut produire en métropole, en gros à 80%, on mange du bio français. Donc ça veut dire qu'on est vraiment une nation performante, on est des champions européens du bio puisqu'on est les premiers en terres agricoles bio. On est passé devant l'Espagne depuis juillet, donc on a plus de 2,5 millions d'hectares consacrés au bio. Et on est le deuxième marché juste après l'Allemagne en consommation. Et ça, c'est quelque chose dont la France peut être assez fière, qui est qu'elle a à la fois développé sa production et sa consommation en bio. Ce qui fait qu'on est plus résilient. Nous, certes, nos courgettes sont souvent importées d'Espagne en bio, et donc on était bien embêtés pendant le Covid quand il n'y avait plus de camions, mais globalement, on est extrêmement résilient. La bio française est vraiment emblématique de ce qu'on peut appeler la souveraineté alimentaire. Donc, depuis plusieurs décennies, on marche sur deux jambes qui sont bien robustes, qui sont production et consommation. Et donc ça aussi, ça accrédite la thèse que non seulement, pour toutes les raisons qu'on va évoquer, on n'est pas un palier du bio, mais on n'est pas non plus sur le point de reculer. Il n'y aura pas de recul possible parce que, de toute façon, si nous, contribuables français, on a mis des euros pour convertir des terres en bio, si demain elles se déconvertissent, c'est de l'argent perdu pour le contribuable. Donc il faut absolument maintenir les fermes en bio. Donc ça, c'était pour le volet production-consommation. Là-dessus, donc je reviens à ces petits éléments de crise. Il faut que vous ayez en tête, pour bien lire les articles qui vont paraître, puisque j'ai eu droit à quelques interviews, notamment d'une journaliste de Figaro qui, quoi qu'on lui dise, pense vraiment que le bio a atteint son plafond de verre. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que, d'une manière générale, on a une courbe de la demande qui est en croissance constante. Je vous l'ai dit, les jeunes veulent plus de bio, a priori ils sont là pour longtemps, ils veulent du bio pour des raisons durables, crise climatique. Il n'y a pas que les riches qui veulent du bio, il y a absolument toutes les classes, les CSP, y compris les CSP avec moins de pouvoir d'achat. Donc tout ça, ça prouve que le bio va croître. Mais du coup, quand on arrive à une situation comme celle qu'on vit en ce moment, qui est similaire à une qu'on a vécue en 2002 et aussi en 2010, donc c'est pas non plus inédit, c'est que en fait la demande et l'offre se croisent, n'ont pas la même forme. Donc je vous disais, la demande elle est croissante, elle va comme ça, mais la conversion, l'offre, les paysans ils mettent 3 ans à se convertir. Donc en gros c'est par palier, le temps qu'ils se convertissent. Donc parfois il y a un petit frottement de ces deux courbes. Il se trouve qu'on est pile à cette intersection là. Et donc quand vous entendez dire « Oh, il y a trop de lait bio » ou « Il y a trop de bio en France », en fait, c'est pas du tout la façon dont on devrait penser la question. La question est comment est-ce qu'on fait pour que cet excédent ponctuel du marché soit absorbé par une demande. Mais là, en fait, il faut juste dézoomer un petit peu, parce que justement, on pense souvent la consommation de bio juste à l'échelle des courses qu'on fait et des repas qu'on prend à la maison. Alors ok, c'est vrai qu'on prend l'essentiel de nos repas chez nous pour l'instant. Mais il y a 3 circuits à considérer en bio en parallèle. Il y a effectivement celui des courses à la maison, celui des repas pris à la maison. Donc ça, de quoi le bio a besoin? Il a besoin d'une grande campagne de stimulation de la demande. C'est-à-dire que vous vous souvenez tous les produits laitiers, nos amis pour la vie. Tout le monde a ce slogan en tête. Voilà. Ou sinon les produits laitiers des sensations pures. Ça, ces campagnes-là, elles stimulent la demande. Elles font que les gens boivent ou mangent plus de produits laitiers bio, lambda. Donc on aurait besoin de le décliner en bio, imaginons. Donc il y a un enjeu de stimulation de la demande, parce qu'il faut rappeler régulièrement, et notamment avec tous les nouveaux venus sur le marché, ce qu'est un produit bio. Aujourd'hui, il y a plus d'un Français sur 2 qui ne comprend pas pourquoi le produit bio est plus cher. C'est pas normal. Donc il faut une éducation au bio qui est continue, qui est nécessaire.
Et donc du coup, ça, c'est pour ce qui est de stimuler la demande. Et pour ce qui est de gérer cet éventuel surstock pour les produits qui sont actuellement à saturation, puisque ça y est, après avoir été en pénurie, ben, on arrive enfin à avoir, on a les œufs bio dont on a besoin, on a la farine bio dont on a besoin, on commence à vraiment être confortable sur notre degré de souveraineté alimentaire. Il faut pouvoir absorber ces surstocks. Et comment on fait? Ben, c'est pas compliqué en fait. Il y a 2 autres circuits pour manger bio. Il y a les cantines. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2018, les cantines doivent intégrer 20% de bio dans leur menu. Et donc, c'est intéressant parce que là, je faisais le tour des allées, il y a beaucoup de packaging, de produits qui sont designés pour aller dans les rayons de la grande distribution. Mais en fait, pour pouvoir diversifier ces débouchés, il faut toujours penser à d'autres circuits. Et dans l'autre circuit, c'est les cantines, et c'est pas les mêmes conditionnements. Moi, j'ai vu plusieurs PME qui m'ont dit oh là là, mais oui, effectivement, j'aimerais bien vendre mes produits bio pour les cantines, mais pour ça, il faudrait que je développe un pot de 5 kilos de crème fraîche, j'ai pas le packaging, j'ai pas l'étiquette, c'est compliqué, il faut régler la ligne, etc. Certes, mais en fait, ces 20% de produits bio, ils ouvrent un marché d'1,4 milliard pour le bio. Et là, est-ce qu'il est servi ce marché? Pas du tout. Pour l'instant, on est à 6,5% de bio dans les assiettes. Donc vous voyez, on est à 6,5, on est à 400 millions d'achats en bio, et si demain on passe à 20%, on est à 1,4 milliard. Donc il y a un boulevard, il y a un marché, et donc tous ces gens qui disent bah, il y a trop de lait ou trop d'œufs bio, mais en fait il faut juste que ce lait et ces œufs bio français soient absorbés par ce circuit de distribution-là. Et puis il y a un 3e circuit dont on parle assez peu, qui est celui des restaurants, pas des cantines, des restaurants lambda. C'est-à-dire ceux qui, tous, que ce soit l'étoilé, le gastronomique, le kebab, le bistrot, la brasserie, je les vois là, ceux que j'ai en face. Ce circuit-là, il en est à 2% de bio. 2%, c'est pas du tout assez. Parce que dans la mesure où on a la fierté d'être la première nation productrice en Europe de bio, il faut qu'on puisse le retrouver à la table de ceux qui sont les relais de notre gastronomie, qui sont les chefs en l'occurrence. Or, pour l'instant, le bio fait une percée extrêmement timide. Si vous regardez, d'ailleurs, la prochaine fois que vous mangez au restaurant, pensez à moi et regardez. Le bio, souvent, il y en a, mais il n'est pas affiché. Parce que le chef va vous dire, non, mais moi, je connais le producteur, je n'ai pas besoin de logo, je n'ai pas besoin de label. Bon, tant mieux. Mais c'est quand même mieux, ce qui va sans dire va mieux en le disant. Et la deuxième chose, c'est que, pour l'instant, on en est à intégrer le bio, mais par petites touches. On va mettre du vin bio. Ah, c'est sûr, c'est facile. Le vin, c'est le seul domaine en bio dans lequel on produit plus que notre demande, on exporte, on a un taux de conversion ultra vigoureux. Donc, c'est vrai qu'un restaurateur qui se dit quand même, le bio, tout le monde en veut, je vais en mettre à ma carte. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par le vin. Éventuellement, il va vous mettre un peu de pain bio. Mais là, l'enjeu, c'est qu'il n'y ait pas un œuf mayonnaise qui ne soit produit avec un œuf pas français. Pourquoi? Parce que justement, en ce moment, c'est un effet de marché, c'est ce que je vous disais, c'est la sinusoïde qui est ascendante, mais qui frotte un peu la demande. Il faut que notre consommation absorbe ces surcoûts. C'est quasiment un acte citoyen. Donc voilà, la raison pour laquelle le monde est plus bio, malgré certains bruits de fond que vous pouvez entendre, on est assez solide sur nos appuis pour ce qui est de la demande. On a de bons espoirs et de bons canaux à développer. On a des défis. Il n'y a plus qu'à, entre guillemets, conquérir deux des 3 canaux qui nous restent à conquérir en bio. Puisque pour ce qui est de la grande distribution et de nos courses, en fait, on est 9 Français sur 10 à en manger au moins de temps en temps. Et donc, je conclurai sur le fait qu'on a un défi qui est que, en fait, c'est à nous de construire notre monde de bio de demain. Et donc, en fonction de ce qu'on veut, il faut absolument qu'on puisse modeler ce futur. Il ne faut pas qu'on laisse les oiseaux de mauvaise augure prendre la place. Il faut absolument rappeler les fondamentaux qui sont que, le bio, c'est plébiscité pas juste pour des raisons irrationnelles. C'est démontrer que ça permet de gérer l'eau de façon beaucoup plus économique pour le citoyen, parce que quand vous avez des agriculteurs bio autour d'une aire de captage, vous avez beaucoup moins de coûts de dépollution. Donc, ça veut dire que le bio, c'est bon pour la ressource en eau.
les agences de l'eau, qui sont le service public qui gère le bio en France, financent le bio à nos côtés. Ensuite, le bio, c'est bon pour la biodiversité. Sur une exploitation bio, vous avez 30% de biodiversité en plus. Donc, pour tous ceux qui s'inquiètent des coccinelles et des abeilles, je pense que là, il y a un boulevard. Là aussi, il faut vraiment nous, c'est un de nos enjeux à l'Agence Bio, c'est de bien connecter l'enjeu entre préoccupation environnementale et bio. Et puis la troisième chose, c'est que le bio, c'est créateur d'emplois. Alors ici, on est plutôt dans un volet de salon de transformation, mais d'une manière générale, ayez en tête que en France, on a 12% des fermes qui sont en bio, mais elles génèrent 18% de l'emploi agricole. Pourquoi? Parce qu'une ferme bio, c'est plus de boulot. Déjà, souvent, c'est du désherbage manuel plutôt que du désherbage mécanique. Bon, déjà, il y a de la main-d'œuvre en plus, mais surtout, il y a beaucoup plus de ventes directes. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit quand je vous ai dit qu'il y a plus d'une ferme sur deux qui vend en bio. C'est pas l'agriculteur qui est vendeur. En fait, ce réflexe de vendre en direct et de garder le lien avec le client, ça génère de l'emploi. Donc ça, c'est une agriculture où citoyennement, en tant que contribuable, on peut être content d'investir dessus. Donc, avantages environnementaux, notamment sur la ressource en eau et sa qualité. Avantages sur la biodiversité. Avantages sur la création d'emplois. Et puis, d'une manière générale, le futur sera ce qu'on en choisit. Donc, si on a envie de manger plus bio, en fait, c'est à nous de construire ce futur-là. Donc, voilà pourquoi demain sera plus bio. Pourquoi, malgré le fait que ce thème de conférence ait été choisi il y a plus de 6 mois, il reste d'actualité malgré les petites brèves que vous avez parfois pu voir s'afficher sur votre téléphone. Et donc moi je suis à votre disposition du coup pour des questions, pour être challengé, si vous avez besoin de données pour nourrir votre réflexion, ou si vous avez besoin même de l'aide de l'agence pour pouvoir, je ne sais pas si vous avez des porteurs de projets parmi vous qui ont besoin du Fonds Avenir Bio. En tout cas, nous on est ici au 433 pour s'occuper de toutes vos questions état d'âme sur l'agriculture biologique et l'alimentation biologique dans son ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Bio en 2 minutes. Ah, parfait. J'adore qu'on me file une page de pub. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Non? Tu veux une page de pub sur le Fonds Avenir Bio? Oui, moi j'ai une question s'il vous plaît. Est-ce que vous faites des groupes quali? C'est-à-dire est-ce que vous interrogez des consommateurs bio et des non-consommateurs dans une salle pendant 4 heures? Vous savez, on les fait phosphorer parce que l'enjeu reste quand même d'augmenter la pénétration du bio. Donc de recruter encore, même si on a fait beaucoup de chemin, mais le développement du marché, il passe par un recrutement encore de nouveaux consommateurs. Et pour ça, il faut bien comprendre leurs stimuli ou ce qui leur convient pas aujourd'hui dans l'offre bio. Et en marketing, il y a guère qu'une solution pour ça, c'est les torturer un peu pendant plusieurs heures dans une même salle avec voilà. Est-ce que vous faites ça? Et qu'est-ce que vous en avez retenu ou tiré? Voilà, c'est pas très humain, je sais, mais c'est la seule manière de. Le marketing n'est pas humain. C'est la seule manière de savoir ce que les consommateurs font des tripes. Ce qu'ils ne trouvent pas aujourd'hui dans l'offre bio, pourquoi ils ont des freins, voilà, mais d'aller au bout de leur retranchement et de comprendre ce qu'on doit faire pour recruter davantage. Alors effectivement, excellente question. Donc nous, Agence Bio, ce qu'on fait, c'est que on n'a pas de groupe, de focus group, on n'a jamais séquestré des consommateurs derrière une vitre sans teint pour leur dire « mais alors pourquoi vous mangez pas bio ?» Nous, ce qu'on fait, c'est que chaque année, on prend un échantillon représentatif de 2100 Français et on leur dit est-ce que vous comptez manger plus bio, moins bio, qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce que vous préférez, etc. Qu'est-ce que, justement, notamment, j'en ai pas parlé sur les autres labels qui commencent à fleurir et qui revendiquent un petit bout du label bio. Par exemple, zéro résidu de pesticides, ça prend un volet du bio, sur le chimique, et du coup, on se dit mais que comprend le consommateur? Est-ce qu'il a bien compris que pour le bio, il a effectivement pas de chimie de synthèse, mais il a aussi plein d'autres avantages. Donc nous, ce qu'on sait, c'est que pour la première année d'ailleurs, on va faire une question ouverte, ce qui est un peu un bout de chemin vers le focus group.
c'est qu'on leur demande effectivement où ils en sont. C'est un baromètre de perception et c'est du déclaratif. On leur dit mais alors où vous en êtes avant de publier les chiffres du marché. Et on va effectivement prendre une question ouverte parce qu'on se dit jusqu'ici on a trop pensé en fait le consommateur. On s'est dit c'est comme s'il y avait deux circuits de consommateurs avec comme deux circuits de distribution. Or, la façon dont on a relu nos chiffres à la lumière de ce besoin d'avoir des focus groups, c'est qu'on s'est dit, en fait, personne ne fait ses courses que en circuit bio ou que en grande distribution. Déjà, c'est un premier enseignement qui va nous aider à y voir plus clair. D'une manière générale, tout le monde musarde, va dans plusieurs circuits de distribution, va un peu en vente directe, chez l'artisan, en distribution spécialisée, en grande distribution. Dans ces gens-là, alors je ne sais pas qui dans votre esprit il faudrait qu'on interroge, on sait que globalement, on a sur les 100% de répondants, on en a 10% qui nous disent non, moi je mangerai jamais bio, j'aime pas, je mange jamais bio. Ok. Puis on en a 13% qui nous disent ah non mais moi je mange bio tous les jours, à tous les repas, etc. Ok. Bon. Nous, notre enjeu à l'agence bio, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait de cette espèce de masse entre les deux qui souvent hausse les épaules et se dit oh ouais le bio pourquoi pas, qui globalement on achète, il y en a les 3/4 qui en achètent au moins une fois par semaine. Qu'est-ce qu'on fait effectivement pour que ces gens-là qui sont pas des convaincus, qui sont un peu des centristes en fait, ils ont besoin un peu d'être aiguillonnés, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils mangent plus souvent bio? Mais en fait il faut les outiller pour faire leur choix alimentaire de façon éclairée. Nous, on n'est pas une agence de propagande du bio, on est juste là pour donner à ces citoyens, qui sont aussi des consommateurs, des mangeurs, les outils pour faire de bons choix. Et en gros, ça va en partie répondre à votre question, parce que du coup, on a eu cet enseignement sans les enfermer en focus group, et les clients nous disent, moi, mon principal frein, pour 2 clients sur 3, pour manger bio, c'est que c'est trop cher. Et donc, ça nous aiguillonne, c'est que peu importe les irritants, etc., c'est qu'il faut qu'on explique, 1, pourquoi c'est plus cher, mais surtout 2, comment est-ce qu'on peut manger bio à budget constant. Comment est-ce qu'on fait pour mettre plus de bio? Et là, il n'y a pas 36 solutions, il y a 5 leviers qui doivent être activés, on en a parlé tout à l'heure. Il y a effectivement acheter en direct, il y a gaspiller moins, il y a manger de saison, il y a réduire les marges, enfin je les ai plus tous en tête. Et ça, c'est hyper important qu'on puisse passer ces messages-là. Nous, on est plutôt dans une période où, comme je vous le disais, il faut stimuler la demande pour passer ce cap. Et avant d'aller chercher vraiment s'ils n'ont pas... qu'est-ce qui vous freine dans votre croissance de bio? J'ai pas le bon format de ma farine de quinoa. On n'en est pas à ce niveau de détail-là. Nous, on en est encore à pouvoir faire passer le message des vertus du bio en général et comment est-ce qu'on en met plus dans son assiette sans se ruiner. Donc effectivement, mais ça fait partie de ce qu'on a d'une manière générale comme tendance, puisque je vous dis, cette année, pour la première fois, on va faire des questions ouvertes et on va avoir des verbatims de consommateurs. Et en général, on adore ça parce qu'on apprend plein de choses. Voilà. Ah, je vois Philippe qui veut une question là. Bonjour. Sur la question c'est alimentaire là ici, monsieur. Hein. Oui, c'est alimentaire, mais je vais poser une question qui va un tout petit peu plus que l'alimentaire. Parce que on peut... je reviens sur le sujet du prix et de la perception prix des consommateurs par rapport à ce truc-là. De deux choses l'une. On peut se comparer et dire on n'est pas plus cher ou... Comment ? Plus près ? Ok. On peut se comparer ou on peut dire j'ai un avantage en plus. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à développer plus d'études cliniques et de choses comme ça qui disent allez, je m'occupe de compléments alimentaires, donc je vais dire est-ce qu'il n'y a pas un avantage santé pour défendre aussi la bio, parce que sur le long terme, c'est meilleur pour la santé, la mienne, celle de mes enfants, etc. C'est très égoïste, mais en l'occurrence, quand on achète quelque chose, c'est soit pour le goût, soit aussi parce que c'est bon pour la santé ou pour faire grandir les enfants, etc. Est-ce que c'est pas plus facile de construire l'avantage des produits bio plutôt que d'essayer de le réduire à dire juste c'est un prix? Parce que si on rentre juste dans le discours du prix, on va le perdre à tous les coups. En fait, on rentre pas dans le discours du prix. On part du postulat, parce que c'est ce qu'on a détecté en interrogeant tous ces Français année après année, c'est qu'en gros, c'est bien acquis. En fait, les Français lient à 68% bio et santé. Ils savent que
ils savent que pour l'antibiorésistance, mais c'est encore assez flou. Et c'est pour ça qu'il y a un risque avec une concurrence de label. Quand il y a une promesse, je regardais moi j'ai 2 garçons qui mangent des quantités de jambon énormes, donc pour le coup le prix du jambon bio, il me marque vraiment. Et donc je regardais, en fait, si vous comparez les prix de chacun, en fait, c'est même si le jambon bio me promettait qu'il m'enlève mes rides et qu'il me fait perdre 5 kilos, le frein du prix n'est pas levé. Donc je suis pas sûre qu'en disant pour le bio, on rase gratis, etc., on va réussir à conquérir de nouvelles parts de marché. En revanche, d'après ce qu'on a vu comme étude, on a la conviction que ceux qui veulent manger bio, et ils sont une majorité, parce que il y a eu plus 15% de consommateurs de bio pendant le Covid, ceux qui veulent manger bio, ils sont freinés par comment est-ce que je me réorganise, comment est-ce que j'alloue plus de temps et de compétences pour manger plus bio. Donc, mon avis, c'est vraiment ça le levier. Mais ça, je comprends tout à fait qui est ce réflexe de promettre plus, et c'est normal. Dans le secteur des compléments alimentaires, c'est votre boulevard. En revanche, pour un jambon bio, après, on est aussi à la merci de ce qui va se passer. C'est pas nous qui dictons l'agenda d'une manière générale sur ce que les citoyens ou les consommateurs ont en tête. Si demain il y a un Élise Lucet sur, je sais pas, ou un cache investigation sur l'antibiorésistance, et qu'on se dit oh là là, on va tous mourir de maladies nosocomiales parce qu'on n'a plus de on résiste aux antibiotiques, et que là du coup ça braque les projecteurs sur le fait que les produits bio, il n'y a pas d'antibiotiques dedans. Là, du coup, ça va nous ouvrir un boulevard. Donc, on est aussi un peu à la merci de ce qui va se passer. Je sais pas, moi, je me dis, si Netflix, demain, parle d'antibiorésistance, c'est tout bénef, mais je peux pas dicter son agenda à Netflix. Oui. Pas encore. Excusez-moi. Je crois qu'il y a une question là ensuite. On parlait en début de alors, conférence. Dites-moi d'où vous me parlez. Du moins, moi, Emmanuel Echner, je suis directeur adjoint d'Alterbio. Et je suis aussi co-rapporteur au comité bio d'Interfel et vice-président d'Interbio Occitanie. Voilà. Enchanté, on s'était pas croisés. On s'est croisés, oui. Aux événements d'Interbio. Oui, tout à fait. Ah oui, ok, c'est bon, jour aussi. Ok, enchanté. Donc juste pour parler de la cible des 18-24 ans qui est très sensible à l'environnement justement, comment travailler sur la reconnaissance en fait environnementale plus poussée du travail et des aménités positives de l'agriculture biologique. Là, il y a un réel travail à mener à ce niveau-là. Alors effectivement, surtout qu'il y a beaucoup d'axes selon lequel, en fait, environnement, c'est un peu le mot valise où chacun met un peu ce qu'il veut. C'est un peu comme si on était tous des daltoniens en train de discuter de couleurs, c'est-à-dire environnement, mais moi je vais penser biodiversité, vous allez peut-être penser eau, d'autres vont penser coccinelle, et une dernière personne va penser vers de terre. Donc en gros, sur les aménités environnementales, c'est quasiment multifacette. Donc tout l'enjeu, c'est effectivement de voir ce qui va être le plus porteur dans le cœur et dans les préoccupations des consommateurs. Je pense que pour tous ceux qui exposent sur ce salon-là, c'est un peu leur enjeu. On a vu que, par exemple, nos voisins là, du Synabio, il y a quand même plusieurs PME qui sont engagées dans la biodiversité. D'autres sont engagés, il y a un volet plutôt RSE global. Donc, pour l'instant, je pense qu'on est à une période où c'est un peu foisonnant, où chacun a envie un peu de tester. Il va falloir effectivement harmoniser, mais là, c'est presque comme si on était en phase d'expérimentation pour aller voir ce qui touche le plus le cœur du consommateur. Moi, j'ai l'impression, par exemple, que la biodiversité et le bien-être animal sont des sujets qui ont boomé ces 2 dernières années, alors qu'avant, c'était vraiment la chimie, en se disant « Oh là là, je veux pas absorber du désherbant, quoi. » Donc, on a tout un enjeu qui est, effectivement, de montrer que c'est une démarche globale et que c'est pas, en fait, par exemple, HVE. HVE, c'est un peu comme un permis à points. Et donc, du coup, vous pouvez rajouter de la biodiversité, mais utiliser des pesticides de synthèse. Bon. Donc, c'est assez déroutant pour un consommateur qui va se dire, tiens, c'est HVE, haute valeur environnementale. Ok, mais alors du coup, la bio, on est où nous ? On est THVE, très haute valeur environnementale, mais surtout, on va pas regarder une checklist. Est-ce qu'on met des coccinelles ? Est-ce qu'on met des haies ? Est-ce qu'on met C'est pas ça. C'est que c'est une démarche globale en fait, le bio. C'est pour ça qu'il faut 3 ans pour y arriver, parce que c'est un saut
pour l'agriculteur qui se convertit, ça veut dire qu'il va passer énormément, un peu comme le client qui va mettre plus de bio dans l'assiette, ça veut dire qu'il va se prendre la tête en fait. Il va devoir réfléchir, il va devoir remettre à place son business model, il va devoir changer ses habitudes et c'est hyper dur de changer ses habitudes. Quand vous avez l'habitude d'asperger et que tout d'un coup, bah non, vous avez plus de chimie, c'est le décrochage, c'est un peu quand vous arrêtez la cigarette et du coup on remplace par quoi? Et donc effectivement, moi je pense qu'on est à un moment où ça foisonne, c'est un peu une façon de voir ce qui répond le mieux dans la préoccupation des consommateurs. Est-ce que effectivement c'est biodive? Moi j'ai été très étonnée de voir la montée du sujet biodive. Est-ce que ça va être bien-être animal? Est-ce que ça va être respect des saisons? Moi ça m'a bien fait rigoler, je sais pas si vous avez vu le complément d'enquête jeudi dernier, qui était là, oh là là, les pauvres chèvres, on les désaisonnalise parce qu'on les met sous la lampe pour qu'elles produisent du lait toute l'année. Enfin, moi, quand je bossais dans un bureau à la Défense, j'avais de la lumière, même quand il faisait nuit, pour me faire produire aussi des slides et des PowerPoint. Donc c'est bien la preuve que je t'ai désaisonnalisé aussi. Donc, quelle est cette notion du bien-être animal? Là aussi, c'est hyper discutable. Donc, je pense qu'effectivement, il va y avoir une harmonisation, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce qu'il va falloir effectivement que l'ensemble du monde du bio commence à converger sur le fait de dire le bio, c'est pas un permis à points, c'est pas une checklist avec on va vous mettre un peu de biodiversité, un peu de respect des eaux, c'est une démarche globale avec un effet global. Donc je suis à la fois curieuse de voir ce qui va se passer et puis très dans l'envie de contribuer à construire quoi. Mais avec la Nouvelle-Aquitaine, on va y arriver. Du coup, j'avais madame. Bonjour, je m'appelle Céline Berthollet, je travaille pour un transformateur, Beldon, voilà. Vous parliez tout à l'heure. Oui, c'est ça. Délicieux. Merci. Vous parliez tout à l'heure, vous faisiez un parallèle pour stimuler la consommation, un parallèle avec les campagnes des produits laitiers. Quel organisme pour la bio va pouvoir faire ce travail? Alors normalement, ça devrait être l'agence bio. Voilà, oui, ma question. Tout à fait. Sauf que là, on a un enjeu qui est, en fait, en France, comment ça fonctionne? Vous avez les agriculteurs qui payent une CVO. Parce que tout le monde est vous êtes au courant que c'est une CVO? Contribution volontaire obligatoire. Donc cette CVO, c'est de l'argent qui va dans chacune des interprofessions. Donc en France, on réfléchit très filière, très par produit. Il y a la CVO du lait qui arrive au CNIEL et le CNIEL, du coup, peut financer les produits laitiers des sensations pures. Il y a la CVO du blé qui va chez Intercéréales et qui finance des campagnes. Il y a la CVO, je ne veux pas vous la faire pour toutes, mais on a donc des interprofessions. Et le fait est que nous, le bio, jusqu'ici, on était petits à côté de ces interprofessions, et c'est vrai que c'était dans l'émission des interprofessions de parler de bio. Elles le faisaient un peu, mais c'est pas leur cœur de métier. Or, en bio, on a besoin d'une communication transversale, parce que le bio, c'est pas une somme de produits. C'est en fait un dénominateur commun, c'est un socle de pratique, c'est une démarche globale. Et donc, il faudrait pouvoir expliquer cette démarche globale. Et tout l'enjeu de l'agence bio, c'est de le faire. Alors jusqu'ici, l'agence bio était très aidée par les fonds européens, donc pour faire ça. Mais là, tout notre enjeu, c'est effectivement d'avoir une stratégie nationale avec des moyens nationaux pour pouvoir passer le message au plus grand nombre. Parce qu'à l'agence bio, comme je vous le disais, notre cible, c'est les 80% qui sont un peu entre deux. Donc, tout l'objectif, c'est de doter effectivement, de se doter, nous, nationalement, de se dire, pour un marché de 13 milliards, on veut quoi comme moyen? Parce que on a un enjeu de pédagogie qui est clé. C'est hyper important, par exemple, d'expliquer qu'on contribue, par exemple, l'élevage en bio contribue, vu que ce sont des vaches au pré, qu'elles contribuent à fertiliser, que ce sont en bio, on est souvent des fermes plus petites, plus résiliente parce que plus polyculture élevage. Et donc ça, ce message-là, c'est pas les produits qui peuvent le passer par eux-mêmes. En fait, nous, c'est comme une brochette. Il y a tous les petits morceaux, tous les petits produits, et nous, il faudrait qu'on soit le pic de la brochette pour expliquer au grand public les tenants et les aboutissants du bio. Donc effectivement, la stimulation de la demande, ça reste absolument clé. Là, une fois d'ailleurs, j'ai croisé un directeur de chez KFC qui m'avait dit ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une campagne pub à 20h, le lendemain on a plus 20% de chiffre d'affaires. Et j'étais là, mais ça fait rêver. Sauf que c'est quoi le prix d'un spot sur TF1?
Voilà, c'est monstrueux. Donc, on pourrait penser, et c'est fait partie des idées que les familles du bio poussent, de dire, eh ben, on va sanctuariser un créneau tous les soirs à 20 h et on va faire un petit message aux heures de grande écoute pour expliquer le bio, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière le bio en général? Pas par produit, mais de manière générale. Et ça, c'est une idée qui est dans les cartons, qui est sur le dossier, par exemple, de la régie publicité de France Télévisions ou de Radio France, parce que, effectivement, il y a un moment où il faut trouver un peu de temps de cerveau disponible des citoyens français pour leur dire, voilà ce qu'est le bio, voilà ce que vous avez derrière le bio, et donc ça veut dire que vous en avez pour votre argent. Voilà. Non, Fanny, j'ai pas dit ça non plus. Commence pas. Non, surtout pas à elle. Jamais les micros à elle. Donc voilà, ça pointe juste le besoin, jusqu'ici pas forcément pensé parce qu'on n'avait pas besoin de pousser la demande, d'avoir une vraie politique nationale, comme par exemple les Pays-Bas sont en train de se doter d'une politique très ambitieuse en bio. En fait, les Pays-Bas, ils sont à 4% de bio. Et ils ont dit, bon bah voilà, là on construit notre feuille de route stratégique, on veut devenir leader en bio. Et donc comment on fait? Et donc dans les grands volets de leur feuille de route, puisqu'ils sont venus nous interroger, on y va lundi soir, ils nous ont dit, mais en fait, il faut qu'on provisionne à la fois un budget et du temps de parole pour expliquer le bio en général, pour muscler notre marché intérieur. Voilà. Du coup, c'est bon? Et ben, je pense qu'on va pouvoir libérer l'espace alors. Merci!